IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir où on va parler de bonheur. Une ordonnance pour votre santé avec le docteur Charles Cohen. Il est ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique de la faculté de médecine de Paris, rhumatologue et spécialiste en médecine physique, diplômé de traumatologie du sport, de podologie et de réparation juridique du dommage corporel. Il est conférencier, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la santé comme Mal de dos, le guide aux éditions du Dauphin. Bonsoir docteur Cohen. Bonsoir. Alors la première question, c'est quoi la réparation juridique du dommage corporel? C'est tout ce qui est expertise lorsqu'on a un accident. Moi je fais ce qu'on appelle du recours, c'est-à-dire j'aide le blessé à être bien indemnisé lors de l'expertise. C'est tout, lorsqu'un accident, il y a des séquelles, on évalue les séquelles, on évalue le taux de souffrance, les préjudices esthétiques, voilà. En quatrième de couverture, vous écrivez qu'être en bonne santé est primordial pour espérer être heureux. Mais l'inverse est également vrai et les études scientifiques le prouvent, le bonheur lui-même a un impact positif sur notre santé. Mais alors, comment faire du bien à notre corps et à notre mental ? C'est l'objectif que vous vous êtes fixé avec cet ouvrage, c'est de nous aider, nous lecteurs et auditeurs, à réaliser des petits changements dans notre comportement qui, mis bout à bout, vont avoir des effets majeurs sur notre bien-être et notre santé, comme stimuler notre cerveau, mieux nous nourrir, rompre avec la sédentarité, lutter contre les carences en vitamine D, ne plus avoir mal au dos, penser positif, prendre soin de nous, etc., etc. Alors, pourquoi la thématique du bonheur est, avec l'amour et la mort, un sujet récurrent en littérature? C'est une des premières questions que vous posez dans votre livre. Alors, pourquoi? Bon, d'abord, je ne suis ni philosophe, ni homme de lettres. Je ne me considère pas, je ne suis pas métamorphosé en apôtre du bonheur. J'interviens comme médecin avec l'expérience que j'ai de la médecine. Et effectivement, le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux, améliore notre santé. Ça va améliorer notre santé, ça nous permettra de vivre plus longtemps en ralentissant le vieillissement des télomères. Ça nous permettra aussi de vivre en meilleure santé, avec moins de maladies, ces maladies de société comme le surpoids, la dépression, le burn-out, les maladies cardiovasculaires, les cancers et la maladie d'Alzheimer. Donc le fait d'être heureux, d'être joyeux, va stimuler nos défenses immunitaires, va protéger notre cœur, va protéger notre tube digestif et nous permettra d'avoir moins de maladies chroniques. Donc, je propose dans ce livre les moyens de comment être plus heureux en changeant effectivement notre comportement, en changeant notre comportement et notre environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Dans la vie, il y a la génétique, c'est les gènes, mais ça, c'est en fait les gènes, c'est 15 à 20% de notre santé. Et après, il y a tout ce qui est autour, c'est notre mode de vie. Et selon ce mode de vie, on arrive, ce qu'on appelle l'épigénétique, notre mode de vie, notre environnement, va modifier l'expression de nos gènes. Et il y a plusieurs choses qui vont modifier l'expression de nos gènes, c'est bien se nourrir, faire du sport, stresser moins, bien dormir avec des moments de relaxation, de méditation, de lecture. Il y a également, bon, je vous ai dit bien manger, moins stressé. Vous avez 10 clés qu'on va aborder un peu dans ce livre. Alors, vous n'êtes pas philosophe, mais vous posez quand même la question en début de livre. Est-ce que l'homme est fait pour être heureux? Est-ce qu'il a le droit au bonheur? Et surtout, qu'est-ce qu'est le bonheur? C'est la question que vous posez au début du livre. Mais on va revenir sur ce que vous veniez de dire à l'instant, parler des télomères. C'est très à la mode, ces télomères. Et j'ai appris dans votre livre que les femmes ont des télomères plus longs. Oui, parce qu'elles vivent plus longtemps.
Alors, avec l'âge, avec le vieillissement, les télomères, c'est les petits capuchons des chromosomes. Alors, ces télomères nous protègent du vieillissement, nous protègent. Et au fur et à mesure du vieillissement, ces télomères raccourcissent. Donc, lorsque les télomères raccourcissent, c'est qu'on va vieillir avec certainement plus de santé, plus de maladies dues au vieillissement. Donc, c'est le vieillissement qui raccourcit le télomère, mais c'est également certaines choses comme la dépression, comme la malbouffe, comme la sédentarité, qui vont également raccourcir ces télomères et vont donc diminuer notre espérance de vie et vont augmenter le risque de maladie. Oui, vous dites aussi que le fait de rester assis, c'est pas très bon de rester assis toute la journée. Très important, c'est prouvé que le fait d'être assis, ça raccourcit les télomères. Ça raccourcit les télomères, notamment dans son ordinateur. Donc vous pensez, il faut bouger, il faut marcher. Et méditer. Méditer, ça rallonge les télomères. Ça rallonge les télomères. Il faut bouger, il faut marcher, il faut lire, il faut chanter, il faut danser. On fait ce qu'on aime faire. Mais c'est très important de tout faire donc pour allonger ces télomères en modifiant son environnement et son comportement. Oui, surtout que vous dites que l'inactivité physique et la sédentarité, selon l'OMS, sont les premières causes de mortalité non transmissibles, c'est-à-dire les mortalités qui ne sont pas de manière génétique. Tout à fait. Comment être heureux en cette époque difficile aussi? On se dit, mais comment est-ce qu'on a le droit d'être heureux dans cette époque de crise, Oui, c'est difficile, effectivement, avec le chômage, avec les attentats terroristes, avec la pollution, avec éventuellement des maladies, des accidents. Il faut accepter certaines situations. C'est comment être heureux, effectivement. Bon, on parle en France, les Français la France n'est pas le pays sont pas les plus heureux du monde. Hein. Oui, on dit que il y a une très belle phrase dans votre livre qui dit que les Italiens sont des Français. Les Français sont les Français sont les Italiens sont des Français heureux. C'est les Français qui sourient, heureux. Ouais, oui. Qui sont heureux. Écoutez, le problème de la France, effectivement, c'est qu'il y a un paradoxe français où, effectivement, les dernières études qui ont été faites, la France arrive en 31e position comme pays le plus heureux du monde. Nous sommes 31e pays le plus heureux du monde, alors que nous avons tout pour être heureux en France. Bon, et les premiers pays les plus heureux, c'est les pays scandinaves, sont les Danois, les Norvégiens. Pourquoi ? En fait, personnellement, en parlant de la France, je pense que le Français en lui-même n'est pas vraiment aussi pessimiste qu'on ne le croit. Il est peut-être pessimiste pour son pays. C'est un râleur, surtout. Il est râleur, il est jamais content, je suis d'accord. Bon, mais c'est surtout, il est heureux quand même. Il devient de plus en plus optimiste quand même. Il essaye d'évoluer avec la famille, les amis, la culture, le sport. Mais effectivement, on reste un pays on reste quand même des insatisfaits, on n'est jamais content. Et alors que les Danois vont être contents lorsqu'ils sont chez eux devant leur cheminée avec la petite bougie et en train de boire un verre de thé, et malgré le manque de soleil, malgré leur taux d'imposition, et c'est le peuple le plus heureux du monde. Selon les scientifiques, nous serions prédisposés au bonheur par certains gènes à avoir une aptitude au bonheur, à nous rendre plus forts face aux incidents de la vie. Mais comme vous le dites dans votre livre, certaines personnes sont plus enclines que d'autres à être heureuses, même avec des handicaps. Oui. Vous citez le cas de Django Reinhardt, ça ne l'a pas empêché de... Oui, c'est-à-dire certaines personnes, malgré leur handicap, arrivent, en exploitant leur talent, arrivent à être heureux. Je donne l'exemple effectivement de Django Reinhardt qui a créé le jazz manouche avec ses 2 doigts en moins, et on donne des tas d'exemples comme Le Fur qui a gagné les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Ils arrivent, malgré leur handicap, à être heureux. Oui. On parle aussi pourquoi. Alors, je ne veux pas donner de définition du bonheur, mais effectivement, c'est un état de satisfaction, de bien-être qui se veut constant, avec plein de plaisir. Mais qu'est-ce qui rend les gens heureux ?
en fait, il y a plusieurs choses. Il y a surtout la relation, les bonnes relations, les relations sincères avec la famille et les amis. Je crois que c'est ce qui arrive en premier. Il y a aussi la santé. Il y a la santé, il y a l'amour, il y a la satisfaction au travail. Ce que je dis, et bien plus que l'argent. Voilà, pour arriver là. Bon, l'argent, on en a besoin, mais l'argent, on connaît des exemples de personnes très riches, très médiatisées, qui se sont tuées avec leur addiction et leur dépression. Bon, oui, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, il en faut un peu. Alors, l'important c'est de sourire ou de rire, ça donne 5 à 8 ans de vie en plus. Et il y a ce joli proverbe chinois qui dit que chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune. Sourire et rire, ça favorise le transit intestinal et ça a beaucoup de vertus. Sourire et rire, ça a énormément de vertus, je travaillais justement en écrivant ce livre. Sourire, rire, d'abord ça va augmenter les hormones de la bonne humeur. Ça va augmenter ce qu'on a la sérotonine, les endorphines, la dopamine, donc les hormones de la bonne humeur. Ça va créer des liens, ça va diminuer la douleur. C'est un médicament qui est gratuit de rire. Rire, on a moins mal lorsqu'on rit. Ça effectivement facilite le transit. Et c'est très important de rire et de sourire plusieurs fois par jour. On doit apprendre à rire et sourire, même si on ne sait pas. Il faut apprendre à rire et sourire. Ça améliore les liens et ça rend heureux et ça rend heureux également les autres. Puis ce que j'aime, c'est que vous dites... Mais pour ça, il faut avoir des belles dents, une belle bouche. Donc bien sûr, soignez vos dents. Oui, alors est-ce que nous devons garder le sourire? Ça, vous avez la réponse. Il faut garder le sourire. Il faut garder le sourire, mais surtout, il faut le partager. Il faut le partager, le sourire. Oui, gardons le sourire. Dans les commerces, il faudrait qu'il y ait marqué « Partageons le sourire ». Partageons le sourire. Alors, on va parler maintenant de dormir. Un tiers de notre vie, nous la passons à dormir. Nous apprenons dans votre livre que Einstein, un gros dormeur, avait besoin de 10 heures par jour, par nuit tout du moins, et que Napoléon n'avait besoin que 5 heures. Ça, pour Napoléon, tout le monde le savait, mais un gros dormeur, Einstein, 10 heures par jour. Oui, il dormait, paraît-il, beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est les petits dormeurs. Alors, un petit dormeur va dormir 4 heures par nuit. Combien de temps vous dormez par jour? Ça dépend, je m'adapte. Quand je dors bien. Je dors pas beaucoup, mais bien. Mais je dors pas 4 heures par nuit, je dors plus quand même. Il y a des gens qui dorment, ces petits dormeurs, mais c'est des vrais petits dormeurs. C'est-à-dire que les petits dormeurs se réveillent en pleine forme. Ils se réveillent, c'est pas qu'ils sont insomniaques, ils n'ont pas de mauvais sommeil. Ils se réveillent en pleine forme et 4 heures leur suffit pour récupérer. Moi, ça me paraît... Alors, il y a des exemples. Alors là, il y a des exemples importants. On a parlé de Napoléon Bonaparte, effectivement, mais il y a aussi Winston Churchill, bel exemple. Il y a Victor Hugo et il y a Donald Trump et notre président Emmanuel Macron. Et ça, Sarkozy c'est les exemples. Aussi. Et Sarkozy aussi. Donc, il y a quand même les exemples de petits dormeurs, effectivement. C'est pas forcément... Et c'est en partie génétique, hein, quand même, on dit. C'est en grande partie dû au patrimoine génétique. Donc, on s'inquiète pas trop. L'intérêt, ce serait quand même de dormir ce qu'on a envie de dormir. Hein. Le problème, beaucoup de gens, beaucoup de Français parmi nos patients, en tout cas, c'est que beaucoup de gens dorment mal, ont un sommeil, ce qu'on appelle... soit ils ont du mal à s'endormir, c'est quand on a une difficulté d'endormissement, c'est plutôt de l'anxiété. Il y en a d'autres qui ont un réveil précoce, on se réveille vers 3-4 heures du matin, ça c'est plutôt un signe de dépression. Il y a également des gens avec qui il y a des éveils nocturnes, on se réveille dans la nuit, et surtout il y a des gens qui se réveillent le matin en étant fatigués parce qu'ils ont un sommeil qui est pas reposant, qui n'est pas réparateur. Et il faut savoir que ça, c'est très important dans les pathologies qu'on voit, parce que ces personnes qui ont un mauvais sommeil, un sommeil de mauvaise qualité, un sommeil non récupérateur, vont être mal dans leur peau, vont souffrir de douleurs, et ça peut même arriver à ce qu'on appelle la fibromyalgie, à ces personnes qui ont mal partout, qui ont des douleurs diffuses. Donc le sommeil est très important pour notre bonne santé. Dans l'épigénétique, il y a le sommeil. Et il n'y a pas que le sommeil, il y a aussi ces périodes aussi, je dis, dans la vie, il faut bosser, c'est certain, il faut travailler, mais il faut savoir faire des pauses. Il faut savoir des pauses de méditation, des pauses de relaxation, il faut savoir penser un peu à autre chose, s'arrêter de temps en temps. Écouter de la musique. Extraordinaire. Pour ceux qui ne savent pas méditer, musique, voilà. Écouter la musique. Vous savez que les musiciens, ceux qui font de la musique aussi, bon...
en hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone de la mémoire, en hippocampe surdéveloppé. Ceux qui écoutent de la musique aussi. Donc, ça améliore d'écouter la musique. C'est un des éléments qui vont diminuer le risque de maladie d'Alzheimer, notamment. Alors, il faut s'arrêter, dormir, mais il faut aussi bouger. L'importance de bouger, ne serait-ce que pour ses télomères, mais pour d'autres raisons. C'est bien expliqué dans votre livre, l'importance de bouger, de faire du sport. Il faut faire du sport. Le sport... d'abord, le sport va libérer ces fameuses substances du bonheur, du bien-être, que sont les endorphines et la sérotonine. Donc, lorsqu'on fait du sport, on a un meilleur moral. Lorsqu'on fait du sport, on a une meilleure force musculaire, on a un meilleur équilibre. Et surtout, lorsqu'on fait du sport, il y a le fait de faire du sport régulièrement, c'est-à-dire une demi-heure par semaine, marche ou activité sportive, exercice ou autre activité sportive, qu'on aime bien sûr. Ça va diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, ça diminue en même temps, donc ça diminue le risque de surpoids, ça aide à garder son poids, à diminuer son poids, ça diminue le risque d'hypertension, ça diminue le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, infarctus et accidents vasculaires. De faire du sport régulièrement diminue les cancers, ça c'est très important. Même quand on en a un. Même quand on en a un, c'est-à-dire que lorsqu'on a un, le fait de faire du sport diminue de 30% le risque de récidive. Donc c'est important de faire du sport pour diminuer les cancers. Et troisième chose, le fait de faire du sport diminue les problèmes de mémoire et de maladie d'Alzheimer. Ouais, par exemple la danse, on est obligé de mémoriser les pas, ça paraît comme ça facile, mais à partir d'un certain âge, ça fait travailler vraiment. Alors on bouge son corps. La danse, c'est un excellent sport. On bouge son corps, on bouge aussi sa tête pour stimuler son cerveau et son hippocampe, comme vous dites, même si dans les 10 dernières années, le QI des Européens, enfin des Occidentaux, a baissé d'une manière drastique. C'est quand même extraordinaire, ça. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas pourquoi, effectivement, pourquoi le QI a baissé. Bon, il y a peut-être une histoire de perturbateurs endocriniens, de pesticides, de ce qu'on mange, de produits transformés, et c'est certainement ça. Donc bouger sa tête et bouger son corps. On terminera la première partie de cette émission avec une super citation que vous avez dans votre livre. Il y en a plein de fantastiques. Dans sa recette du bonheur, Pablo Picasso dit: continue de t'instruire, ne laisse pas ton cerveau inoccupé, un mental inutilisé est l'officine du diable, et le nom du diable est Alzheimer. Laisse tomber la routine, préfère les nouvelles routes aux chemins 1000 fois empruntés. Ce qui m'a étonné, c'est que Pablo Picasso, il est mort il y a un certain temps, il était déjà au courant de cette maladie d'Alzheimer. Il faut croire, oui. Je ne suis pas spécialiste d'Alzheimer, mais en tout cas, c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente et qui a des possibilités de prévenir. On peut diminuer de 30% le risque de maladie d'Alzheimer par nos comportements, déjà en étudiant, en travaillant, en lisant. Et par l'alimentation. Par l'alimentation, c'est très important, en mangeant surtout des fruits et des légumes. On va le voir en deuxième partie. Tout ce qui est couleur, fruits et légumes, plein d'antioxydants, en mangeant ces bonnes graisses oméga 3. Ça sera le sujet de tout à l'heure de l'Alzheimer, des troubles de mémoire. On se retrouve après une pause musicale. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? IDFM 98 de la bande FM, deuxième partie de cette émission, nous parlons du bonheur, une ordonnance du docteur Charles Cohen, une ordonnance pour votre santé. C'est un livre qui est paru chez Guy Trédaniel et nous allons aborder le problème de l'alimentation. Donc, comme vous le disiez, docteur Charles Cohen, en première partie, c'est vraiment l'importance de l'alimentation, avec des bonnes habitudes, donc ces oméga 3. Oui, l'alimentation est très importante, donc il y a deux choses dans l'alimentation. Il y a déjà les aliments, en dehors du plaisir de manger, dont on parlera éventuellement tout à l'heure, les aliments qui vont améliorer le moral, et les aliments qui vont donner une meilleure santé. Et à part ça, il y a l'alimentation pour limiter l'excès de poids sans se priver. Bon, d'une manière générale, il y a effectivement, parmi les bons aliments, il y a d'abord les oméga 3. L'oméga 3, c'est ces bonnes graisses insaturées que l'on trouve dans peu d'aliments. On le trouve dans l'huile de colza et de noix et dans les petits poissons et dans les poissons gras.
en sachant que des poissons gras, il y a surtout la sardine, le maquereau, l'anchois et le hareng, mais il y a également le thon et le saumon, mais c'est les gros poissons gras, c'est-à-dire le thon et le saumon, sont bourrés de polluants. Donc cela, il faut diminuer la consommation, surtout chez les enfants et les femmes enceintes. Et parce que le thon va être effectivement sauvage, mais il va y avoir du mercure, c'est des gros poissons. Plus le poisson est gros, plus en fin de chaîne, plus ils sont pleins de mauvaises substances. Et le saumon, parce que c'est du saumon d'élevage, où il y a du dioxine, des antibiotiques et de tas de substances, des pesticides qui sont mauvaises pour la santé. Donc on trouve les oméga 3 dans le végétal, l'huile de colza et de noix, et dans les poissons gras. Et on va rester un peu sur les poissons avec cette mode des sushis. Il faudrait vraiment faire attention en mangeant des sushis. Et ce poisson, c'est le tipalia, le tilapia. Et bon, les sushis, le problème des sushis, effectivement, c'est que les jeunes mangent que des sushis et que ces poissons, mais bon, même si c'est très bon, il faut savoir que le thon et le saumon, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en prendre parce qu'ils sont contaminés. Et parce qu'ils sont crus aussi. Et parce qu'ils sont crus, ça part le fait qu'ils sont crus effectivement, mais surtout qu'ils sont contaminés de mercure ou d'autres substances qu'on a lorsque c'est du poisson d'élevage. Et alors le tilapia, c'est différent. C'est le poisson que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est le poisson le plus consommé au monde. C'est un poisson blanc d'élevage. Mais c'est un poisson qui est plein de... Oui, ça ressemble au colin, ça ressemble à... C'est un poisson qui est pas cher, mais qui est très mauvais pour la santé. Donc, on le mange surtout, on en mange en France aussi, on ne le sait pas, mais on le mange beaucoup dans le monde entier. Hein. Oui, on le mange surtout, je pense, demandez dans vos traiteurs chinois quels sont les poissons, enfin demandez, c'est pas franchement le poisson à manger. Et surtout, donc ils sont nourris. Ce tilapia est nourri par des granules de maïs et de soja remplis d'OGM, parfois même d'excréments de poulet ou de porc. Bon, ils sont bourrés de polluants, de pesticides, de dioxines, d'antibiotiques. Et donc manger ce poisson ne peut que causer des inflammations ou encore des maladies cardiovasculaires. Donc faites attention au tilapia. Voilà. Et mangez plutôt un bon maquereau grillé ou des sardines ou du hareng. Voilà. Ou une bonne sole. Alors, très important, dans une vitamine qui n'en est pas une, qu'on appelle la vitamine D, on va vraiment faire un chapitre sur la vitamine D. C'est pas une vitamine parce qu'elle n'est pas absorbée de manière alimentaire. Oui, nous la fabriquons nous-mêmes. On la fabrique. Alors la vitamine D, c'est très important. Elle a plein de bienfaits. Bon, déjà, puisqu'on parle de morale, la vitamine D stimule la sérotonine, donc, et améliore le moral. Les dépressions saisonnières en hiver, viennent en partie par ce manque de vitamine D, ce manque de sérotonine, puis par le manque de soleil. Alors, la vitamine D est fabriquée essentiellement par la peau lors de l'exposition solaire. Voilà. Ça, c'est les 3/4 de la vitamine D, les 9/10 de la vitamine D, c'est fabriqué par la peau lors d'exposition solaire. Et plus on vieillit, moins on en fabrique. Et plus on est couvert, et moins on en fabrique. Donc, l'autre source, c'est alimentaire, ce sont surtout les poissons gras. Donc, pour la vitamine D ? Pour la vitamine D, c'est les poissons gras. Il y en a un petit peu dans les champignons, dans les foies d'animaux, mais c'est surtout, il y en a un petit peu aussi dans les huîtres, mais c'est surtout les poissons gras aussi. Donc en fait, il y a peu de sources de vitamine D alimentaire. Donc la vitamine D est fabriquée par la peau lors de l'exposition solaire. Bon, on vit dans un pays où, sauf si on part en vacances, on part au soleil tous les mois, s'exposer au soleil, où nous sommes à 80% en manque de vitamine D. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on est tous en manque en vitamine D, mais dans les pays très chauds. Intéressant. C'est pire que nous. Pourquoi ? Parce que eux, ils fuient le soleil, ils se mettent pas au soleil. Et puis les femmes, elles sont habillées, elles sont voilées, et même les hommes et tout. Ils se mettent pas, ils fuient le soleil. Bon, le bord de mer, je parle des gens de la cinquantaine, soixantaine, je parle pas des gamins de 20 ans. Donc, il y a des carences en vitamine D dans les pays très chauds parce qu'ils s'exposent pas au soleil. Donc, nous sommes tous en manque en vitamine D. La vitamine D, que l'hormone de soleil, donc, puisque le fait, on peut pas en prendre assez par l'alimentation, donc nous devons nous supplémenter en vitamine D.
Cette vitamine D a plusieurs bienfaits. Alors, nous supplémenter, comme quoi, il suffit de prendre une ampoule tous les 2 mois de vitamine D ou 5 gouttes par jour. Et ça y est. Alors, qu'est-ce que va nous procurer de plus la vitamine D? Dans votre livre, vous dites au départ, on en prend un peu, une dose un peu forte et après on diminue. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui n'en aurait jamais pris. Quelqu'un qui n'a pas, si on peut le doser, bon, mais on n'est pas obligé de le doser. Quelqu'un qui n'a pas été au soleil depuis 3-4 mois, on va donner 2-3 ampoules à 15 jours d'intervalle. C'est des ampoules de 80 000 unités, donc une forte dose pour combler le déficit initial. Puis on va donner régulièrement un taux de vitamine, quelque chose de constant. Alors, si par facilité, on peut donner une ampoule tous les 2 mois de 80 000, ou par exemple 6 gouttes de Zimadé par jour, ça va nous faire une dose à peu près de 6 x 3, 18 de 2000 unités par jour, c'est parfait, vous voyez. Donc nous devons nous supplémenter en vitamine D. La vitamine D est connue comme étant protégée de l'ostéoporose, de la fragilisation des os, pour éviter les fractures. Ça c'est depuis tout le temps on connaît cet effet positif de la vitamine D. Mais également la vitamine D a un effet sur les muscles. Les personnes qui sont en manque en vitamine D font chuter plus facilement, ça va diminuer la fonction musculaire. Donc qui dit chute, qui dit fracture. La vitamine D stimule l'immunité et va diminuer le risque d'infection. Infections, que ce soit des infections ORL, d'infections de grippe, que ce soit d'infections respiratoires, que ce soit même la tuberculose. Donc ça permet de booster notre immunité et de nous défendre contre les infections. La vitamine D nous permet de diminuer certaines maladies auto-immunes. Par exemple, la sclérose en plaques, c'est prouvé, cette maladie neurologique qui est importante, est beaucoup plus fréquente chez les personnes qui sont en carence en vitamine D. Et les rechutes de sclérose en plaques sont plus importante si on est en carence en vitamine D. La vitamine D également en maladie auto-immune, il y a aussi les maladies rhumatologiques, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme le lupus, comme la spondylarthrite. Le fait d'être en carence augmente les poussées et augmente le risque d'apparition de la maladie. La maladie de Crohn aussi, qui est une maladie intestinale inflammatoire. La vitamine D, donc on a dit, stimule l'immunité. Le fait d'être en carence en vitamine D augmente le risque de cancer. Tous les cancers. Même le cancer de la peau, le mélanome, pour dire que alors que l'exposition solaire trop prononcée, surtout dans l'enfance, peut créer des mélanomes, qui est un cancer de la peau, mais le manque en vitamine D va augmenter tous les risques de tous les cancers, et donc c'est important effectivement de se supplémenter en vitamine D, même lorsque le cancer est là, pour éviter une récidive. Donc supplémentez-vous en vitamine D lorsqu'on a un cancer. La vitamine D va également avoir d'autres avantages. Donc on a déjà dit sur le moral, permet d'avoir et va diminuer la vitamine D, le manque en vitamine D augmente aussi le risque de douleur. Très important aussi parce que effectivement lorsqu'on a un peu de vitamine D, on aura plus fréquemment des lombalgies, des fibromyalgies, des douleurs diffuses ou des douleurs neuropathiques de diabétiques. Donc la vitamine D, le manque en vitamine D amplifie la sensation de douleur. Donc je vous ai dit que quelques effets positifs de la vitamine D. Et en gros, de manière générale, le fait d'être en carence en vitamine D, augmente de 7 à 8% le risque de mortalité. Ça protège aussi du cœur. Bon, je n'ai pas dit tous les effets positifs pour la peau, pour les cheveux, pour les dents, pour les yeux, la DMLA par exemple. La DMLA, le risque de DMLA ou le risque de parodontite au niveau des dents qui augmente le risque de perte de dents, est augmenté par la carence en vitamine D. Donc pensez à cette vitamine, demandez à votre médecin de vous supplémenter si vous n'avez pas la chance d'être au soleil régulièrement. Alors il n'y a pas de surdosage de toute façon. Il n'y a pas de surdosage. Et quand on voit que les pédiatres en donnent aux bébés, parce que effectivement les bébés ne vont pas au soleil, donc ils en donnent aux bébés. On donne aux bébés. On donne chez la femme enceinte aussi. Hein. Voilà. Et c'est donc et la femme qui allait, il faudrait qu'elle en prenne aussi. Bien sûr. Mais donc tout le monde va en prendre, vraiment... mais surtout la femme enceinte et la femme qui allait, c'est évident. Oui. C'est prouvé que le manque en vitamine D chez la femme enceinte
augmenter le risque d'accouchement prématuré et ça augmente chez l'enfant le risque d'autisme et de diabète insulino-dépendant. Donc la vitamine D est très important. Et alors l'ampoule vaut 2 €. Hein. Bon, il faut une prescription par le médecin. Hein. Mais on en trouve dans les magasins bio. On peut en trouver dans les magasins bio, effectivement, ce sera en comprimé. Mais le problème, c'est que ce sera des doses pas assez fortes. Pas assez fortes. Bon, il faut prendre au moins 1000 unités par jour. Bon, et dès qu'il y a un peu de soleil, pensez à vous exposer un quart d'heure tous les jours, quoi. C'est tout. Il faut s'exposer, en fait, les bras et le visage, c'est tout. Alors, j'avais 2 questions. On ne bronze pas à travers une vitre. Donc, est-ce qu'une exposition, par exemple, vous êtes derrière une véranda et vous vous mettez au soleil, vous ne bronzerez pas? Est-ce que ce soleil qui passe à travers la vitre, finalement, nous apporte de la vitamine D? Et la deuxième question, mais ça, j'ai la réponse. Écoutez, vous avez une très forte. Hein. Il n'y a pas d'études là-dessus. Mais on ne bronze pas, donc... Non, si on ne bronze pas, donc il n'y a pas... Non, c'est des UVB. S'il y a un verre, normalement, il n'y a pas de fabrication de vitamine D. C'est comme dans les cabines d'UV. Il faut que les cabines d'UV, on ne fabrique pas de vitamine D. Il n'y a pas d'études là-dessus aussi. Hein. Il faut que ce soit des UVB d'abord, la PUVA. Il n'y a pas d'études là-dessus. En tout cas, c'est l'exposition solaire modérée. Il faut s'exposer modérément au soleil. C'est tout, pour fabriquer de la vitamine D, mais régulièrement, c'est ça. Parce que et nous, on n'en a pas. Moi, j'ai des problèmes de peau quand je vais au soleil, et pour cause. Donc, je veux dire, si je me mets sous un parasol, je bronze. Oui. Alors, est-ce que sous un parasol, on bronze, on prend des couleurs, hein, oui, donc si vous bronzez, vous fabriquez de la vitamine D. C'est qu'il y a, ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Mais si vous mettez des produits et des écrans solaires à indice élevé, vous ne fabriquez pas de vitamine D. Je pense aux personnes d'un certain âge, même d'un âge certain, qu'on pourrait mettre dehors à l'ombre. Voilà, donc il n'y a pas de coup de soleil et je pense que ça pourrait marcher. Oui, mais avec l'âge, on fabrique beaucoup moins de vitamine D. Une personne de 70 ans va fabriquer 7 ou 8 fois moins de vitamine D qu'une personne de 20 ans. Donc de toute façon, il faut se supplémenter en vitamine D tout au long de la vie. Nos adolescents aussi, on va penser que nos adolescents, il faut les supplémenter en vitamine D s'ils ne sont pas dans le dehors. Et bien entendu, après, chez les personnes âgées, il faut les supplémenter en vitamine D, ne serait-ce que pour leurs os, pour tout, pour l'immunité, pour les chutes, c'est très important. Alors, on a vu un peu de l'alimentation, mais alors, il y avait cette phrase aussi, il suffit pas de s'alimenter, il faut éliminer. Alors, cette phrase, comment ça va? En vérité, au départ, quand on se disait ça le matin, c'était entre parenthèses, est-ce que vous êtes allé à la selle? Comment ça va signifier auparavant, comment ça va à la selle, d'où l'importance actuellement, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la flore intestinale. C'est important d'avoir une bonne flore intestinale, de savoir manger des fibres, des fibres 50% de moins en un siècle, qu'il y a dans les fruits et les légumes, les légumineuses, de manger des produits fermentés, les cornichons, la choucroute, les capes, les olives, tous les légumes, les légumes conservés dans l'eau et le sel. Un bon microbiote, on dit, c'est bonnes bactéries, c'est très important pour notre santé, pas seulement du côlon, mais pour notre morale et pour toutes les maladies de la civilisation actuelle, hein. Jusqu'à l'Alzheimer, jusqu'au cancer, on va pas l'obésité, la surcharge pondérale, les allergies. Bon, on va pas parler de microbiote aujourd'hui. Voilà, pour clôturer le comment ça va, j'ai vu dans votre livre qu'on peut mettre un petit tabouret sous les pieds quand on va aux toilettes pour avoir une position un peu plus en toilette turque. Il y a une illustration dans votre livre, c'est-à-dire rehausser les pieds. Oui, c'est-à-dire que pour les personnes, pour éviter la constipation, c'est-à-dire l'idéal c'est de s'accroupir comme si on était dans des toilettes à la turque. Ça permet de dilater le sphincter anal pour évacuer. Comme on apporte actuellement, lorsqu'on est en position des toilettes normales, ce qu'il faut c'est mettre nos pieds sur un petit marchepied et se pencher en avant. Le dos bien droit. Et là, bien entendu, le sphincter. Donc, il faut prendre le temps de se mettre dans cette position où on évacue pour éviter la constipation. Et le petit tabouret. Tabouret. J'ai trouvé ça super.
Alors, on a juste oublié de parler du sucre. Il n'en faut pas trop dans l'alimentation. Ben, le sucre parmi les aliments, on n'a pas parlé d'antioxydants, on n'a pas parlé, tellement beaucoup de choses, on n'en a pas parlé. Mais les sucres rapides, le trop sucré n'est pas bon. Ça augmente, le fait de manger trop sucré diminue l'espérance de vie, augmente les maladies cardiovasculaires. Ça nourrit bien les cancers. Oui, ça nourrit bien les cancers, ça c'est certain, les sucres. D'ailleurs, dans le PET scan, lorsqu'on fait cet examen pour chercher des métastases ou un cancer, on injecte du sucre radioactif qui va se loger préférentiellement sur les cellules cancéreuses, sur les cellules qui se multiplient. Par contre, les graisses, il faut en prendre des graisses quand même. Donc, il faut prendre, on a dit des graisses, des oméga 3. On peut prendre aussi quelques graisses saturées. On peut prendre les bonnes graisses, c'est surtout les graisses végétales. C'est les graisses qu'il y a dans l'huile d'olive. C'est les graisses monoinsaturées. C'est les graisses qu'il y a dans l'avocat. C'est les graisses qu'il y a dans les fruits à coque, les oléagineux, les noix, les pistaches. Ça, c'est des bonnes graisses. Sauf que la pistache, elle est souvent salée. Oui, il faut les prendre non salés. Ouais, c'est comme le café et le thé, c'est excellent pour la santé, mais bon, évitez de mettre du sucre dans le café et le thé. Et le chocolat noir. Chocolat noir, excellent. À 70%. C'est excellent, 70%, excellent. Alors, on abordera la troisième partie de l'émission avec les bonnes habitudes et tout ce qui est problème de douleur, de fatigue. On se retrouve après une pause musicale. Fuir le bonheur de peu qui ne se sauve que le ciel azuré. Vire au mauve, penser ou passer autre chose vaudrait mieux. Dernière partie de cette émission avec le docteur Charles Cohen sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM Le Bonheur, une ordonnance pour votre santé. Dans cette troisième partie, dans les bonnes habitudes, dire bonjour. Bonjour, mais vraiment un vrai bonjour, en se tenant droit, en regardant les gens dans les yeux. Oui. Oui, c'est pas le bonjour et le merci au niveau de la gratitude. C'est le bonjour dont j'ai parlé pour prévention du mal de dos, dont vous parlez, c'est ça? Oui, il faut se tenir bien droit. Il faut éviter le mal de dos. Il faut éviter les mauvaises positions assises, penchées en avant devant son ordinateur, tenir le dos bien droit. Il faut éviter toutes ces petites choses qui font comment porter un poids. Et surtout pour éviter le mal de dos, avoir une activité physique adaptée, faire des exercices d'étirement, de musculation. Il faut muscler les abdominaux, faire des gainages et beaucoup de stretching, de sport comme le pilate. Il y a également la nage sur le dos lorsqu'on aime nager, qui est bonne pour le dos. Donc éviter le mal de dos, car toute douleur d'une générale, mais le mal de dos qui est le mal le plus important, le mal du siècle, comme on dit, le mal, lorsqu'il devient chronique, va atteindre le moral, va donner une dépression secondaire, ce qui va encore aggraver la douleur. Donc, traiter et prévenir le mal de dos. Dans la prévention, j'ai commencé comme ça le livre. Oui, puis vous ajoutez que dire bonjour en regardant l'autre dans l'œil et en se tenant droit, c'est un échange physique intense tant sur le plan intérieur, c'est une posture élégante, un sourire, une accolade chaleureuse, que dans le rapport aux autres, notre comportement physique est le révélateur de notre pensée. C'est vrai que se tenir droit devant quelqu'un et le regarder dans les yeux, ça... Avec un sourire. Avec un sourire, bonjour, ça... L'autre aussi est bien, puisque vous dites que le bonheur est contagieux. Le bonheur est contagieux, le bonheur ça se partage. Et le bonheur est contagieux. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du bien, on n'a rien à attendre en retour. On veut faire du bien, on donne du bonheur et on a du bonheur, bien sûr. Donc il y a tout un chapitre sur la douleur physique et psychique, mais il y a aussi sur la fatigue et ce burn-out qui peut devenir un bore-out ou un brown-out. Il y en a 3 là pour le prix d'un. Non, pour la fatigue, une des causes il y a personne douloureux, effectivement, tout faire, traiter toutes les douleurs, ça c'est mon domaine, traiter toutes les douleurs avant qu'elles deviennent chroniques et qu'elles agissent sur le psychisme et qui donnent une dépression secondaire. Bon, tout ce qui est fatigue, j'ai envisagé. Bon, la fatigue, c'est un signe très fréquent. Bon, devant une fatigue, il faut éliminer une anémie, par carence en fer, on doit éliminer un problème de thyroïde, on élimine toutes les maladies qui peuvent donner une fatigue. À part ça, donc j'ai parlé de ces 4 fatigues qui nécessitent un traitement particulier, c'est l'apnée du sommeil. Oui.
Bon, l'apnée du sommeil, c'est important. On se réveille lorsqu'on fait des courtes interruptions de respiration dans la nuit, on se réveille épuisé, on est somnolent, bon, avec tous les risques que comporte la fatigue. Donc, pensez à l'apnée du sommeil. Il y a des spécialistes du sommeil pour ça. J'avais parlé du burn-out, effectivement, c'est au travail, c'est l'épuisement au travail. Le bore-out, c'est pas tout à fait pareil. Le bore-out, c'est l'ennui au travail. Bore, c'est l'ennui, c'est-à-dire lorsqu'on met quelqu'un au placard. Bah, il s'ennuie et il va faire une dépression secondaire comme dans le burn-out, et souvent il arrive même parfois à démissionner. Le burn-out, c'est lorsqu'on fait un travail qui a peu d'intérêt. Qui n'a pas d'intérêt. Mais le bore-out est plus intéressant, ça c'est fréquent également. Hein. Mais le plus fréquent c'est le burn-out, c'est très fréquent, c'est l'épuisement au travail. Il y a même le workaholisme. C'est au travail, le mot burn-out c'est au travail. Hein. Pour nous, le mot burn-out. Même une femme qui s'occupe des enfants, qui est surchargée. Oui. Donc ça devient le travail, effectivement. Ouais. Pour nous on parle de profession, au début on parlait de profession médicale et paramédicale, puis c'est devenu toutes les professions par le burn-out. Et il y a même, alors ce qui est intéressant, il y a des gens, on appelle ça le workaholisme, c'est l'addiction au travail. Il y a des gens qui ont l'impression d'être irremplaçables, qui ont besoin de travailler, mais c'est des gens qui travaillent tout le temps, donc qui laissent tomber leur vie privée, qui laissent tomber leur vie sociale. Bon, et bien sûr qui finissent après par faire un burn-out et une dépression. Parce que le burn-out en lui-même, c'est une grande fatigue, mais ça se complique de dépression secondaire, quoi. Donc, voilà. Et après, tout ça peut se compliquer de fibromyalgie. Cette fibromyalgie, c'est une maladie que je vois beaucoup, parce que je les recrute. Ce sont des femmes surtout qui ont mal partout. Elles ont mal partout, elles ont mal au cou, elles ont mal au lombaire, aux épaules, aux genoux, et ça s'accompagne, c'est des douleurs qui bougent, c'est des douleurs baladeuses, et elles s'accompagnent d'un mauvais sommeil, d'un sommeil non réparateur et d'une fatigue intense dès le matin. Et aussi souvent d'autres signes sont fréquents dans cette maladie, c'est les troubles de concentration et de mémoire, c'est également des problèmes de mâchoire, ils ont des problèmes, ce qu'on appelle la malocclusion dentaire. Ils ont des picotements, des fourmillements des mains, donc ils ont des brûlures, ils ont une colopathie fonctionnelle, ils ont ce qu'on appelle le côlon irritable, ils ont des maux de tête, et c'est une maladie qui entraîne vraiment, qui entraîne vraiment secondairement une dépression, et ça va perturber, c'est une maladie très dure à vivre. Et le problème, c'est que pour beaucoup de gens ne connaissent pas, ils vont leur dire c'est dans la tête, tu n'as rien, puisque tous les examens sont normaux dans cette maladie. Et puis ça ressemble à la fatigue chronique aussi. Alors fatigue chronique, ça ressemble beaucoup à la fatigue chronique, mais seulement dans un syndrome de fatigue chronique qu'on voit moins en France que la fibromyalgie. Disons que c'est la fatigue qui prédomine sur les douleurs. Dans la fibromyalgie, c'est les douleurs qui prédominent sur la fatigue. Et comme autre cause aussi pour la fatigue, une maladie dont on parle beaucoup, c'est la maladie de Lyme chronique. C'est-à-dire on se fait piquer par une tique, on ne le voit pas, on ne se fait pas soigner, et plus quelques années après vont arriver une espèce d'état de fatigue, de douleur diffuse, de mauvais sommeil, de maux de tête, tout ça, et donc pensez à rechercher cette maladie de Lyme, d'autant que le test qu'on a, le test biologique, n'est pas fiable. Donc il faut faire un autre test. Donc pensez à mettre des lames et demander aux gens lorsqu'ils sont épuisés s'ils n'auraient pas été. On peut le faire aussi. Il y en a ici. On peut le faire aussi en France ou chez le vétérinaire. Bon, il faut penser. Oui. Non, mais ça va changer. La loi a changé depuis Marisol Touraine. Docteur Cohen, et la sexualité dans tout ça? Ah oui. On va finir sur un. La sexualité. Bon, je veux dire effectivement. Il n'y a pas que le rapport sexuel. Quand je parle de sexualité, il y a aussi l'amour, il y a aussi la tendresse, et il y a tout ce qu'il peut avoir entre deux personnes. Et effectivement, cet épanouissement sexuel, cet amour, va stimuler les hormones de la bonne humeur, va augmenter l'espérance de vie, va donner l'impression d'être plus jeune, va nous paraître plus jeune. Donc effectivement, éviter les choses qui fâchent avant de dormir, faites des concessions, essayez de tout ce qui peut garder le couple et ne pas détruire un couple, que ce soit un couple marié ou pas marié, quoi.
On a parlé de musique, c'est bien de mettre des couleurs dans sa vie aussi. Les couleurs c'est bleu et vert. Hein. Ce sont les bonnes couleurs, les couleurs du bien-être. Le bleu de la verdure, le vert de la verdure, de la campagne et le bleu du ciel de la mer, ça améliore le moral. Mais manger dans une assiette rouge, j'ai vu ça dans votre livre. On mange moins. Alors lorsqu'on veut manger moins, pas manger moins, on doit manger mieux et pas moins. Mais lorsqu'on veut perdre du poids, effectivement, il faut mettre des petites assiettes. Et des petites assiettes rouges. Ça va travailler. Et les petites assiettes rouges, il y a une étude qui a montré qu'on mangeait moins. En tout cas, pour ceux qui veulent perdre du poids, ne prenez pas de grandes assiettes, prenez des petites assiettes. Alors, se faire plaisir, c'est important. Il y a plein de cas dans le livre, comment se faire plaisir. Avoir de la gratitude, de l'estime de soi. Oui, la gratitude, oui, il faut savoir dire merci, savoir être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Et plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas. On n'a pas, tout à fait, c'est très important. Hein. Et il faut accepter ce qu'on a et être content de ce qu'on a. Et l'estime de soi, bien sûr, il faut s'estimer dans la vie, il faut avoir confiance en soi. Cultiver l'optimisme. C'est important l'optimisme. C'est important, c'est effectivement une personne optimiste vivra plus longtemps, de toute façon elle vivra plus longtemps. Et il faut accepter certaines situations telles qu'elles est, apprendre de ses erreurs et être optimiste dans la vie. Et surtout, j'ai vu quelque chose dans votre livre, il nous faut ne pas se mentir. C'est important de ne pas se mentir et de ne pas mentir en général. Mais de ne pas se mentir à soi-même. Quand on commence à faire des mensonges, on se ment à soi-même. Et ça, c'est un... pas une estime de soi, ça. Si on commence à se mentir, on ne peut pas aller du tout. Tout à fait. Donc, et se faire plaisir aussi, oui, quand on dit se faire plaisir de peu de choses. On peut se faire plaisir sur la cuisine, et se faire plaisir avec l'âge. Personne après à la retraite, il faut se faire plaisir, trouver des moyens de s'occuper d'autres personnes, de faire des voyages, de se faire plaisir. C'est très important. C'est très important. Se faire plaisir en vacances, si on peut partir un peu en vacances, organiser des vacances, pas trop courtes, pas trop longues, je veux dire les vacances, hein, une semaine, tout ça, mais c'est ça, ce sont des plaisirs. Bien manger, c'est bien. C'est de manger, de mieux manger, de manger équilibré, tout ça, c'est un plaisir, même de faire la cuisine, de faire son pain, même paraît-il, ça peut faire plaisir. D'avoir envie d'être en vie. D'avoir envie d'être en vie. De se réveiller le matin en disant je suis en bonne santé. Je suis encore là. Merci, soyons plutôt reconnaissants. Plutôt que de se dire je suis encore là. Donc, on va résumer les 10 conseils pour être heureux et en bonne santé. Alors je dirais, en premier, soyez optimiste, faites-vous plaisir le plus souvent possible. Acceptez les situations telles qu'elles sont et arrêtez de tout compliquer. Apprenez de vos erreurs. Prenez soin de vous, de votre ventre, le microbiote. Prenez soin de vos dents, c'est important, de votre poids, de votre peau. Et surtout, une chose qu'on n'a pas dit, il faut s'entourer de personnes positives, de personnes sincères, joyeuses. C'est pas toujours évident. Des fois, on est aidant d'un parent malade. On peut, oui, non, mais ça sonne pas. Mais on essaye. Bon, pas de personnes pas sincères qui râlent tout le temps. Bon, on finit par ressembler aux personnes qu'on fréquente. Oui, parce que le bonheur est contagieux, vous l'avez dit. Après, il faut rire plusieurs fois par jour. Meilleur médicament. Et sourire également, ça crée des liens et ça rend plus heureux. Il ne faut pas oublier de dire bonjour et merci. Et faites du bien. Faites du bien autour de vous sans rien attendre en retour. Je dirais, après on est arrivé à 3, 4, je dirais bouger, marcher, faire vers l'activité physique de votre cou que vous aimez, si possible en plein air, dans la luminosité, dans la verdure, pourquoi pas au bord de l'eau. Il faut bien dormir, essayer de bien dormir pour se réveiller en pleine forme et prendre du temps aussi pour soi, pour ses loisirs, pour la relaxation, la musique, la lecture, la spiritualité, ce que vous aimez. Il faut stimuler son cerveau, ça aussi, c'est important, en s'ouvrant au changement et à la nouveauté. Également, il faut être curieux, car on peut fabriquer, une chose qu'on n'a pas dit, on peut fabriquer des nouveaux neurones à tout âge. Donc, étudier, travailler, lisez. Ça permettra d'améliorer votre mémoire et de diminuer le risque de maladie d'Alzheimer. Apprenez une nouvelle langue. Bien sûr. Apprenez, il faut apprendre à lire, Bon. Après, je dirais, la nourriture, il faut manger peut-être un peu différent, il faut manger, je dirais, toujours pareil, les fruits, les légumes riches en fibres, en antioxydants, les bonnes graisses,
il faut manger en fait ce qu'on appelle le régime dit méditerranéen, c'est le meilleur, et fuir surtout tous ces produits transformés, industriels, riches en ce qu'on appelle acide gras trans, tout ce qu'on achète. Ça, c'est très mauvais. L'huile de palme transforme. Enfin, tout ça, ça il faut hydrogéner. Voilà. Il faut éviter ça et fuir aussi ce qu'on appelle les sodas. Et les barbecues. Les barbecues. Effectivement, j'en ai parlé des barbecues au niveau de la prévention du cancer. Bon, les barbecues, c'est tellement bon, on peut pas s'en priver, mais effectivement, éviter de manger ce qui est trop grillé. Le noir, il faut l'enlever. Alors, pour diminuer le risque, parce qu'il y a des substances cancérigènes dans le brûlé, il faut les mariner. Il faut mariner la viande ou le poisson ou le poulet, enfin, c'est surtout la viande rouge, il faut les mariner. Ou les faire à l'américaine, ils ont plus un barbecue à plat. On a 20 ans de retard encore là-dessus. Donc effectivement, et éviter aussi, on n'a pas parlé de ça aussi, tout ce qui est light. Tout ce qui est light, c'est pas bon aussi c'est pas bon avec ces édulcorants. D'abord, ça ne fait pas maigrir, ça va donner une attirance vers le sucré secondaire, et c'est mauvais pour notre microbiote, et ça fait partie des choses qui vont raccourcir notre télomère. Et prendre la vitamine de notre dieu soleil, la vitamine D. Après, il y a la vitamine D, on en a parlé, celle qui a des bienfaits sur les os, les muscles, l'immunité, les douleurs, le moral. Je dirais aussi, on a parlé d'amour, aimez-vous, complicité, tendresse, excellent antidéprime et antidouleur. Et je terminerai aussi, ne restez pas avec vos douleurs, parce que c'est mon domaine, on s'y habitue pas. C'est notre rôle de supprimer toutes les douleurs avant qu'elles répercutent sur le moral. Et pas seulement traiter la douleur par une ordonnance de médicaments, trouver tous les moyens possibles de traiter la douleur. Notamment, on peut utiliser, il y a la kinésithérapie. Moi, je fais des petites injections locales superficielles qui vont agir directement à l'endroit de la douleur. On peut s'aider de la thalassothérapie, on peut s'aider de la relaxation, on peut s'aider du sport, et tout, bien sûr pour la douleur, toujours, le but c'est d'arriver à faire de l'activité, il faut bouger et faire du sport, comme ça qu'on arrive à traiter une douleur à long terme. Alors, je vais terminer par la question subsidiaire. La rédaction de cet ouvrage, vous osez le dire, vous a permis de réfléchir, d'améliorer votre propre mode de vie, d'évoluer dans votre comportement, de faire du sport, de mieux nourrir vos bonnes bactéries intestinales, voire d'écouter de la musique, ce qui vous a procuré du plaisir et du bonheur. Ce changement d'hygiène de vie a stimulé la fabrication de tous vos médiateurs de la bonne humeur, de nouveaux neurones pour votre cerveau, et a très probablement rallongé les télomères de vos chromosomes. Ça s'arrête là. Effectivement, d'écrire ce livre, moi qui écris des tas de livres sur le mal de dos, l'ostéoporose, la vitamine D, la fibromyalgie, et là j'ai un livre sur la santé, mais j'ai parlé aussi de bonheur, je parlais de rire, je parlais de gratitude, je parle d'estime de soi, de plaisir, d'optimisme, et ça m'a changé dans mon comportement. Bon, alors, le docteur Charlet Cohen, aux éditions Guitry Daniel, Le bonheur, une ordonnance pour votre santé. Moi, je terminerai avec une citation qui est dans votre livre. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Ça, c'est extraordinaire. Bien sûr que je l'ai mise. Et en fait, ça aurait pu être le titre du livre. Oui. C'est Voltaire qui a dit ça. Et voilà. Et Voltaire a déjà dit exactement tout ce que j'écris dans le livre. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Moi, j'ai dit, le bonheur, ça permet d'aider à être en meilleure santé. Une ordonnance pour votre santé, pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Oui, puis il y a la phrase du chanteur, là. Ah, j'adore. Ah oui, ça c'est la chanson de Christophe Maé, Il est où le bonheur? C'est con le bonheur, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. C'est dans la chanson de Christophe Maé, Il est où le bonheur? C'est pas mal ça aussi, le bonheur c'est avoir une bonne santé, une mauvaise mémoire. Ingrid Bergman. Ah oui, ça c'est une bonne phrase, parce que pour être heureux, il faut oublier pas mal de choses. Ça sera la conclusion, peut-être au-delà du miroir. Merci à vous. Docteur Charlet Cohen. Merci beaucoup. Merci. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Le bonheur, il est là. Il est là.